13h sur Radio Sénégal, le journal à la présentation Gorbel Jacoba, Diafatou Sarr. Bonjour Gorbel. Adia Fatoussar, bonjour. Dans l'actualité de ce mardi 24 janvier, la Gambie qui se formalise, le président Adama Barrow a nommé hier depuis Dakar une vice-présidente Fatoumata Tambadjan, alors qu'à Banjul, la force de la CEDEAO prépare le retour du nouveau président. Nous serons en direct avec notre envoyé spécial à Banjul. La détresse des malades du cancer au Sénégal suite à la panne de l'appareil de radiothérapie de l'hôpital Aristide Le Dantec. Le gouvernement a débloqué 3 milliards de francs CFA en procédure d'urgence pour acquérir une nouvelle machine de radiothérapie. Et puis, le pire évité à Tionkessil ce matin, c'est dans le département de Bignona. Des jeunes de la localité ont tenté d'agresser des pêcheurs maliens accusés de pratiquer une pêche illicite. Eh bien, Gorbel, comme tu l'as si bien dit, la force de la CEDEAO prépare le retour de Adama Barrow à Banjul. Radio Sénégal, l'info en toute responsabilité. Eh bien, nous nous excusons. Dans la deuxième tranche, nous aurons les sports avec Arona Diouf. Ce sera bien sûr pour parler de la CAN Gabon 2017. Eh bien, nous aurons la revue de presse avec Marianne Senghor. Tout de suite, le développement. Direction Adia Gambie où la MISEGA, la force de la CEDEAO, prépare le retour de Adama Barrow à Banjul. Le commandant de la force s'est d'ailleurs rendu hier dans la capitale gambienne. Le général de division François Ndiaye et l'état-major multinational ont fait le déplacement pour assurer les populations et s'entretenir avec la hiérarchie des forces armées gambiennes pour faciliter le retour du président Adama Barrow. Nous sommes en direct de Banjul avec notre envoyé spécial. On me fait signe que Mamadou Samba Mbou n'est pas encore en ligne. Le commandant donc de la force de la CEDEAO s'est rendu à Banjul. Le général de division François Ndiaye et l'état-major multinational ont fait le déplacement dans la capitale gambienne pour assurer les populations et s'entretenir avec la hiérarchie des forces armées gambiennes pour faciliter le retour du président Adama Barrow. Mamadou Sambambo, vous êtes notre envoyé spécial à Banjul. Comment se passent les opérations des forces de la force de la CEDEAO pour préparer le retour de Adama Barrow? Alors, disons, jusque-là, ça se passe très bien. Il n'y a pas encore accrochage, il n'y en a pas du tout. Et l'opération a atteint pratiquement 90% de ce plan de déploiement, que ce soit au niveau de Banjul et un peu partout en Gambie, dans les lieux et milieux stratégiques. Juste pour dire, donc, il ne restait pratiquement que des plus grands débarquements de cette opération, c'est la logistique, et ça a eu lieu hier. Le bataillon des blindés est encore dans l'arrière-pays pour sécuriser et maîtriser le terrain. Mais ici, à Banjul, tout porte à croire, comme tu as eu à le dire, que le président Adama Barrow va rentrer très prochainement ici pour commencer à travailler. Et on a vu ce matin une très belle image, c'est le poste de commandement de la mission de la CEDEAO ici en Gambie, qui fait face au camp de la garde présidentielle gambienne. Et tout le monde sait qu'il y a une semaine, c'était une image que personne ne pouvait quand même imaginer ici, excusez-moi la répétition. Se dessine donc le schéma d'un retour sécurisé du président Adama Barrow. Et tu as eu à le dire pour ce faire, l'état-major de la mission qui était jusque-là à Dakar, donc les décisions se prenaient là-bas à Dakar, dans la capitale sénégalaise. Cet état-major s'est déplacé hier par avion et est venu donc s'installer ici donc pour toute la durée de l'opération. Et donc cet état-major est venu s'installer pour entrer d'abord en contact avec la hiérarchie militaire gambienne, d'abord prise de contact, discussion, échange d'aimabilité et partage sur le sens et la mission de cette opération de la CEDEAO. Mission qui trouve donc justification ou bien explication dans la volonté des États et des peuples de l'Afrique de l'Ouest de venir en aide et de secourir ce peuple gambien pour qu'il puisse retrouver la paix et la sérénité. Donc désormais, Gorbel, les décisions du général François Ndiaye, commandant en chef de cette opération, vont se prendre ici en Gambie en rapport avec la hiérarchie militaire. Mais en attendant, les forces de la mission continuent donc de maîtriser le terrain. Ils procèdent aux installations. Vous savez que ça nécessite quand même une grande logistique. Et je rappelle que la logistique, c'est 70% d'une opération. Et on dit souvent que quand le commandant veut, le combattant veut, il faut que
le logisticien donc valide. Il y a également cette mission de reconnaissance et de maîtrise du terrain qui se poursuit. C'est vrai que le peuple gambien et une grande partie de l'armée s'est rangée du côté d'Adama Barrow, mais on ne sait jamais dans ce genre d'opération, il peut toujours y avoir des mécontents. Mais tel que se dessine donc ces jours, sinon les jours à venir, on pense quand même que le peuple gambien va retrouver un peu la sérénité. Même le GIGN, on l'a vu ce matin ici se déployer. Et cela veut dire tout simplement que les gens sont en train de travailler. Et d'ailleurs, au moment où je vous parle, se tient une réunion entre cet état-major de la CEDEAO et les autorités politiques et militaires gambiennes. Tout le monde sait qu'on a déjà nommé une vice-présidente, comme Adama Barrow l'avait eu à l'annoncer, qu'il est à Dakar, mais il y a des décisions qui désormais vont se prendre à Banjul en attendant son retour. Cette réunion-là est là présentement lieu. Ils sont en train de travailler, d'abord pour rassurer les populations gambiennes sur la mission. Tenez-vous bien, une logistique aussi importante qui débarque à Banjul, ça fait peur quand même, Gorbel. Mais les gens sont en train de communiquer quand même pour dire aux populations que tout ce que vous voyez est venu justement pour vous aider à retrouver la paix. Et il y a également, ils vont certainement aussi travailler sur un autre chemin, parce qu'il faut une grande logistique pour la venue du président. Il y a des questions protocolaires et tout un dispositif. Voilà un peu comment on en est ici à Banjul. C'est le calme plat, donc les populations ont retrouvé le sourire. Les travailleurs sont également dans les bureaux, même si ça manque encore d'animation. Et ce que nous avons vu aussi, c'est que les autorités gambiennes ont pris des dispositions pour un retour gratis de l'ensemble des populations gambiennes, tant au niveau du ferry qu'au niveau du transport urbain. Pour dire tout simplement qu'ici, apparemment, on va quand même vers des lendemains meilleurs pour le peuple gambien. Merci Mamadou Sambambaou, notre envoyé spécial à Banjul où se prépare le retour du président Adama Barrow. Gorbel, restons en Gambie où la nouvelle équipe à la tête du pays se décide. Le président Adama Barrow, toujours à Dakar, a nommé sa vice-présidente. Il s'agit de Fatoumata Tambadjan Diallo, membre de la coalition de l'opposition qui est arrivée au pouvoir. Elle a été aussi ministre de la Santé sous le régime de Yahya Jammeh. Son portrait avec Khadifal Koulibaly. Après des études bilingues français et anglais, elle a intégré l'administration gambienne avant d'obtenir un poste aux Nations Unies. Elle a été ministre de la Santé sous le régime de Yahya Jammeh. Fatoumata Tambadjan Diallo est l'une des initiateurs de la coalition de l'opposition qui a abouti à l'élection de Adama Barrow et mis fin à 22 ans de régime de Yahya Jammeh. Fatoumata Tambadjan Diallo est née le 22 octobre 1949 à Birkama, une ville commerçante de la Gambie. Elle a fait ses études en Gambie, au Sénégal et en France. Femme leader, Fatoumata Tambadjan Diallo est mère de 8 enfants. Actrice au développement, elle a été primée par le PNUD dans un projet axé sur l'intégration de la dimension genre. Elle a collaboré pendant 20 ans avec le PNUD et des ONG femmes, séjourné pendant 5 ans dans les régions du fleuve Mano et des Grands Lacs dévastées par la guerre civile. Fatoumata Tambadjan Diallo est une figure historique de l'opposition pour le changement démocratique en Gambie. Voilà donc le portrait de la toute nouvelle vice-présidente gambienne Fatoumata Tambadjan Diallo sur Radio Sénégal à 13h09. La bonne info, c'est Radio Sénégal. Parlons santé à présent. Les malades du cancer dans la détresse suite à la panne de l'appareil de radiothérapie de l'hôpital Aristide Le Dantec. Le gouvernement a annoncé qu'il va régler ce problème en débloquant 3 milliards de francs CFA en procédure d'urgence pour l'acquisition d'une nouvelle machine de radiothérapie. En attendant, les autorités affirment que les malades seront assistés par l'État pour poursuivre leur traitement à l'étranger. Panne toujours de la machine de radiothérapie, le professeur Abdulaziz Kassé donne des solutions pour soigner les malades. Il recommande au gouvernement d'envoyer les malades se faire soigner en Mauritanie, au Mali ou encore au Maroc. Le professeur Kassé invite également les autorités publiques à nouer un partenariat public-privé pour remplacer l'appareil de radiothérapie de Aristide Le Dantec actuellement en panne. Le professeur Abdulaziz Kassé, joint par Khadifal Koulibaly. Cette machine est une machine d'une génération qui n'est plus utilisée pratiquement dans le monde. Et ce vers quoi vont tous les pays, y compris les pays d'Afrique noire francophone, ce sont des appareils appelés accélérateurs linéaires. Nous avions déjà pensé à un partenariat public-privé qui permettrait en son temps de suppléer aux insuffisances des équipements en radiothérapie. Nous avons également pensé à un projet de partenariat public-privé qui est en cours, qui a pris beaucoup de
de retard du fait également de procédures administratives extrêmement lourdes qui ont retardé l'ouverture de ce centre de radiothérapie, dont le terrain a été offert par le président Macky Sall il y a bientôt 2 ans et demi. Et nous pensons que ce centre pourra être fonctionnel en juin 2017. Maintenant, une solution d'attente existe ou peut exister. Et quelle est cette solution? Vous avez un centre de radiothérapie au Mali, avec un accélérateur linéaire bien sûr. Il y a un centre de radiothérapie en Mauritanie. Il y a plus de 30 machines au Maroc. Il faudrait que nous en arrivions à une forme de partenariat avec ces différents centres pour que soient trouvés des moyens d'accès au traitement pour les patients indigents. Et pour cela, je crois qu'il faudrait trouver plusieurs moyens. Un, à travers l'administration, deux, à travers une forme de solidarité nationale. Les solutions du professeur Abdelaziz Kassé suite à la panne de la machine de radiothérapie de l'hôpital Aristide Le Dantec, des solutions pour soulager les malades du cancer. Et le pire a été évité ce matin à Thionck-Essyl dans le département de Bignona. Des centaines de jeunes tout droit sortis du bois sacré ont tenté de s'en prendre physiquement aux pêcheurs maliens. Ces derniers sont tantôt accusés de pêche illicite, tantôt de vendre le poisson trop cher. Après le saccage de leurs biens, ils ont été sauvés du lynchage ce matin par le préfet de Bignona qui a dépêché les gendarmes pour leur exfiltration. Mamadou Lamine Guissé joint au téléphone par Ali Amadou Narfal. On a noté le dimanche passé des incidents ayant opposé une partie de la population de Thionck-Essyl aux pêcheurs maliens. Ils ont saccagé leurs boutiques et brûlé 4 pirogues appartenant aux Maliens parce qu'ils disent que les Maliens ont des techniques de pratique de pêche qui ne sont pas légales et qui impacteraient négativement l'environnement. Donc lorsque nous sommes mis au courant de cette affaire, nous avons rapidement dépêché notre départemental des pêches en rapport avec le maire pour parler aux populations locales. Mais malgré les séances de sensibilisation et de médiation, malheureusement une partie des jeunes veut coûte que les Maliens quittent, quel que soit l'issue même des médiations. Hier, malheureusement, ils se sont encore mobilisés pour s'attaquer maintenant physiquement aux Maliens. Nous-mêmes, préfets, nous nous sommes rendus sur les lieux pour voir un peu comment échanger avec les populations, des jeunes, des notables en présence du maire. Après 6 tours d'horloge de dialogue et d'échange, nous avions retenu de faire une visite sur site pour constater les manquements signalés par des populations en ce qui concerne la manière de pêcher des Maliens. Nous leur avons promis de faire le rapport dans les 72 heures et éventuellement, si nécessaire, interdire toute pratique de pêche illégale. Mais malheureusement, aussitôt après notre départ, ils se sont retirés dans le bois sacré. Ça me dit que c'est des générations d'initiés de 1962, 1990 et 1994 qui ont voulu, vaille de vaille, faire quitter le Thionck-Essyl tous les Maliens. Mais nous, en tant qu'autorité, nous leur avons fait savoir que force restera à la loi, quelles que soient les circonstances. On n'admettra à personne dans ce pays, délibérément, de décider de faire sortir un citoyen étranger. C'est pourquoi nous avons demandé aux maires de retirer de leur domicile et garder tous les Maliens au niveau de la brigade de gendarmerie à toutes fins utiles pour éviter des affrontements qui pourraient avoir des conséquences fâcheuses. Et pour le moment, nous avons recensé 48 Maliens, 23 hommes, 7 femmes et 18 enfants âgés de 4 mois à 14 ans. Nous avons demandé aussi au commandant de la brigade de gendarmerie de prêter des troupes nécessaires pour disperser tout attroupement d'individus et maintenir l'ordre public sur toute l'étendue de sa circonscription. Donc nous suivons de très près cette situation pour voir ensemble comment faire pour la résoudre afin que chacun veille à ses occupations sans trouble ni défaillance dans le cadre de la gestion de l'ordre public qui, si on prend garde, pourrait avoir des conséquences même diplomatiques. Ce que nous avons fait comprendre à toute la communauté de Thionck-Essyl, ils ne sont pas habilités à exclure des citoyens, quelle que soit leur nationalité, qui résident au Sénégal. Est-ce que l'État va assurer la protection, garantir la sécurité de ces Maliens à Thionck-Essyl? Affirmatif. Pour le moment même, j'ai pris la décision de les garder au niveau de la brigade de gendarmerie. Ils y sont en ce moment et nous avons appelé des renforts pour sécuriser d'abord le périmètre communal et étudier une possibilité en rapport avec les autorités supérieures de la suite à donner à cette affaire. À l'instant, Mamadou Lamine Guissé, préfet de Bignona.
Meurtre au village de Djonger dans le département de Sédhiou ce dimanche. Le nommé Meta Samaté a poignardé à mort Lamine Badji. Il a été arrêté par la police et transféré à Kolda. Les détails avec Mamadou Kanté. Consternation, émoi et tristesse, ce sont là les sentiments qui habitent les habitants du village de Djonger et environnant, situé dans l'arrondissement de Djibabouya, département de Sédhiou, suite au meurtre de Mamadou Lamine Badji, ancien militaire né en 1987 à Bignona, un déficient mental qui peut-être était à Djonger, village qui abrite un sanctuaire qui soigne les malades mentaux. Ce dimanche vers 14h, Mamadou Lamine Badji a eu une altercation avec le nommé Meta Samaté qui lui est né en 1960 à Djonger. Au cours de la bagarre, Meta Samaté donna un violent coup de couteau qui atteint la région du cœur de Mamadou Lamine Badji qui tombe et meurt sur le coup. Avisés, les hommes de l'adjudant-chef Moussa Ndiaye se sont immédiatement rendus sur le lieu du drame. Le constat fait, le meurtrier Meta Samaté a été interpellé par les hommes en bleu. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes et circonstances de cette altercation qui a mal tourné. Le corps sans vie de Mamadou Lamine Badji se trouve présentement à la morgue de l'hôpital de Sédhiou pour les besoins de l'autopsie. RTS Sédhiou, Mamadou Kanté. Le monde bouge et vous devez le savoir. C'est pourquoi Radio Sénégal vous tient informé des faits, gestes et paroles qui impactent la marche du monde. C'est géo, c'est politique et c'est international. Eh bien, direction le Mali où le calme est revenu à Gao après l'attaque meurtrière de la semaine dernière. Les mesures de sécurité sont renforcées dans la ville où l'attaque a fait 77 morts et 120 blessés. L'enquête en cours doit déterminer le mode opératoire de l'auteur, le groupe Al-Mourabitoun. En RDC, l'accord politique de sortie de crise connaît une avancée. Les différentes parties sont tombées d'accord sur la composition du Conseil national de suivi de l'accord, conseil présidé par l'opposant historique Étienne Tshisekedi, actuellement à Bruxelles pour des soins médicaux, mais il y a toujours blocage entre majorité et opposition sur le partage effectif du pouvoir au sujet du gouvernement d'union nationale. Et la patronne du FMI qui entame une tournée africaine. Christine Lagarde se rendra en Centrafrique, en Ouganda et île Maurice. Cette tournée intervient au moment où les chefs d'État de ces pays ont convenu de négocier avec le Fonds monétaire international. C'est la fin de ce journal. Gorbel, un rappel des titres. La Gambie se formalise. Le président Adama Barrow a nommé hier depuis Dakar sa vice-présidente Fatoumata Tambadjan, alors qu'à Banjul, la force de la CEDEAO prépare le retour du président gambien. La détresse des malades du cancer au Sénégal suite à la panne de l'appareil de radiothérapie de l'hôpital Aristide Le Dantec. Le gouvernement a décidé de débloquer en procédure d'urgence 3 milliards de francs CFA pour acquérir une nouvelle machine de radiothérapie. Et puis le pire évité ce matin à Thionkesil dans le département de Bignona. Des jeunes de la localité ont tenté d'agresser physiquement des pêcheurs maliens accusés de pratiquer une pêche illicite. Et voilà, c'est la fin de la première partie. Dans un instant, nous allons entamer la deuxième avec les sports. Arona Diouf sera là. Et bien sûr, la revue de presse sera présentée par Marianne Senghor. Radio Sénégal est au Gabon et vous y êtes. La CAN 2017 vient chez vous grâce à nos ondes. Du 14 janvier au 5 février, vous aurez tout sur la Coupe d'Afrique des Nations de football. L'équipe de Radio Sénégal sera avec les Lions du foot pour tout vous dire. Et voilà, les sports à présent, ce sera avec Arona Diouf. Bonjour. Bonjour Adja Fatou Sarr. Et pour démarrer, nous parlons de démission. Il s'agit bien sûr de Georges Lekens. Et au lendemain donc de l'élimination prématurée de l'Algérie lors de cette CAN Coupe d'Afrique des Nations, Georges Lekens a préféré jeter l'éponge. Les Fennecs d'Algérie ont terminé à la 3e place du groupe B avec 2 nuls et une défaite. Vu la pression qui est exercée sur la fédération et l'équipe nationale algérienne, j'ai préféré arrêter mon contrat par amitié au président de la fédération qui mérite le respect, a expliqué le Belge sur le site fédéral.
CAN 2017 toujours, troisième et dernière journée du groupe C, 4 prétendants pour 2 places en quart. Le verdict donc du groupe C tombe donc ce soir. Toutes les équipes, les 4 donc, sont en course pour les places en quart de finale. En pole position, la République démocratique du Congo qui sera aux prises avec le Togo, tandis que le Maroc ira à l'assaut de la Côte d'Ivoire. Toutes les 2 rencontres donc prévues à 19h temps universel. Retour Arona sur la qualification hier du Sénégal. Le coach Aliou Cissé trouve logique les changements opérés face à l'Algérie. Et l'objectif d'abord à expliquer le coach sénégalais, c'était de ne pas perdre ce match et ensuite ménager les cadres de l'équipe du Sénégal. Aliou Cissé avec nos envoyés spéciaux au Gabon. Ce qu'on voulait faire au départ, c'était de reposer les joueurs qui ont joué ces derniers jours. Et ça, ma satisfaction, c'est d'avoir réalisé ça. Concernant les autres, ne vous inquiétez pas. Donc on va bien ils seront présents en tout cas, ils seront au top contre le Cameroun. Il y a eu de très bonnes choses de la part de pas mal de garçons. Mais comme je vous le dis, une équipe de football, c'est aussi une concurrence. Donc ce que les garçons ont fait aujourd'hui, je ne peux pas non plus fermer l'œil là-dessus. Donc au contraire, ça va continuer à amener une concurrence saine. Donc c'est important. Comme je le dis, j'ai constitué un groupe où je suis conscient que tout le monde peut jouer dans ce groupe-là. Après, le jour du match, je fais des choix, mais ça ne veut pas dire que ceux qui ne jouent pas déméritent. Les changements, c'était normal. Dès lors, on était qualifiés. Je crois que c'était important aussi de donner un petit peu plus de temps de jeu aux garçons qui n'ont pas joué. Mais aujourd'hui, je suis satisfait d'eux parce que, comme je l'ai toujours dit, pour aller très loin dans la CAN, il faut 23 joueurs concernés. Et aujourd'hui, on est passé des paroles à l'acte. Le sélectionneur national du Sénégal Aliou Cissé après donc le match nul 2 buts partout entre le Sénégal et l'Algérie hier. Les Lions, eux, se félicitent de leur prestation hier face au Fennec. Et ils abordent sereinement leur quart de finale samedi face au Cameroun. On écoute Pape Alioune Ndiaye et Idrissa Gana Gueye. On savait que ça allait être compliqué, mais voilà, je pense qu'aujourd'hui on a fait un très bon match, donc voilà. On aurait aimé gagner, mais voilà, on ne crache pas dessus, c'est un bon point. Ça nous permet de nous préparer tranquillement pour les quarts de finale. Oui, le Cameroun est une grande équipe, mais le Sénégal aussi est une grande équipe. Donc voilà, on a 4-5 jours pour bien nous préparer. Donc voilà, on va être prêt le jour J. On va se préparer de manière très sereine. Donc voilà, c'est chose réussie. Maintenant, c'est match à élimination directe. Donc voilà, il va falloir augmenter le niveau de concentration et puis, mais je pense qu'on va être prêt. On est plutôt content et surtout satisfait du parcours qu'on a fait, mais voilà, on sait qu'on peut aller encore plus loin, donc il ne faut surtout pas se relâcher et croire qu'on est déjà arrivé. Voilà, on s'est fixé des objectifs dès le début qu'il faudra atteindre, c'est-à-dire travailler dur et surtout faire une bonne CAN. Ça passera par l'humilité et surtout le travail de l'équipe. Un autre tournoi, c'est match, tu perds, tu rentres chez toi, tu gagnes, tu restes. Donc on espère rester ici plus longtemps possible. Si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'on croit en nous et on pense qu'on peut aller loin et on va se donner tous les moyens. Après, c'est Dieu qui donne la victoire et on espère qu'il nous donnera la victoire. Idrissa Gana Gueye et Pape Alioune Ndiaye donc qui abordent sereinement leur rencontre de quart de finale samedi prochain contre le Cameroun. Arona, cette fois, c'est le directeur technique national de football qui tire le bilan des matchs de poule du Sénégal. Et le constat de Mayacine Marek, c'est que donc l'équipe nationale du Sénégal se bonifie avec des statistiques intéressantes, notamment avec ses 2 buts marqués en moyenne, mais le travail va se poursuivre à assurer le DTN, surtout en direction de Cameroun-Sénégal de samedi prochain en quart de finale. Mayacine Marek au micro de Benoît Badiane. Nous avons fait 3 matchs. L'objectif, effectivement, était surtout de passer le premier tour. Et je crois que donc cet objectif a été atteint avec des statistiques vraiment qui montrent un bon profil de l'équipe. Nous avons eu 7 points, donc nous sommes premiers de la poule. Nous avons eu une qualification après seulement 2 matchs. Nous avons mis 6 buts, nous avons encaissé 2 buts, donc ce qui donne une moyenne de buts marqués de 2 buts par match. Et avec une tendance à ne pas encaisser de buts donc, dans un match. Maintenant, nous nous préparons pour les quarts de finale. Nous avons fait notre débriefing, nous avons commis des superviseurs, nous avons 2 entraîneurs qui sont là. Serigne Saliou était à Libreville depuis le démarrage de la CAN, donc qui a fait une observation sur la poule A. Nous avions également Youssou Dabo qui était là pour superviser les matchs également ici de nos adversaires sur place. Donc pratiquement nous avons toutes les informations. Nous sommes en train de travailler sur la vidéo
et nous nous préparons en direction donc de ce match-là. Et le groupe actuellement vit bien. Nous avons utilisé sur ces 3 matchs pratiquement 22 joueurs. Il n'y a que Pape Seydou qui n'a pas été utilisé. C'est dire effectivement que le 3e match et la qualification, n'est-ce pas, a priori, après le 2e match, a permis à l'entraîneur également aussi de pouvoir tourner son effectif et donner plus de confiance au groupe, parce que c'était important. Et le match qui a été livré face à l'Algérie également a montré effectivement qu'il y a de la confiance. Il y a également aussi autour de l'équipe, effectivement, une concurrence qui est très saine. Et je crois que c'est là extrêmement important pour un entraîneur d'avoir quand même la possibilité de pouvoir manager et de pouvoir choisir parmi ces joueurs des éléments qui peuvent aller ensemble. Donc sur ça, je pense que nous sommes en tout cas prêts pour le match contre le Cameroun. Voilà, Mayacine Amar, le directeur technique national, donc, qui analysait ces 3 matchs du Sénégal après le premier tour. Arona Maniok, lui, a fini de tirer son bilan. Il tourne définitivement la page du premier tour. L'enfant de Mbolokten, qui félicite à sa façon Aliou Cissé, lui demande de réagir samedi prochain face au Cameroun, qui doit regretter d'avoir blessé les Lions. C'était en 2002. Chronique signé Cherfal. Maniok avait raison de ne pas prêter une attention soutenue à ce match. Sénégal-Algérie. Le Sénégal n'a pas été défait par l'Algérie. Les Fennecs aussi n'ont pas réussi à battre la modeste équipe d'Aliou Cissé. À l'arrivée, un match nul qui arrange les Lions dans leur glorieux parcours du premier tour de cette phase nationale de la Coupe d'Afrique des Nations. Pauvre Algérie, elle n'est plus le mythe redouté. Aliou Cissé a bien géré son groupe selon les schémas et les enjeux. Ce match-là, Maniok s'était abstenu d'en parler parce que l'enfant de Mbolokten ne veut pas se détourner de l'essentiel. Nous sommes dans une compétition à résultat immédiat et le nivellement des valeurs trouve toute sa pertinence dans cette logique qu'en pleine CAN, on ne regarde pas dans le rétroviseur. Aliou Cissé a fait jouer tout le monde ou presque. Il possède maintenant l'ossature et un bon comptable. Il saura mettre les chiffres qui ne fâchent pas les auditeurs. Pour Maniok, la CAN ne fait que commencer. Les Lions n'ont plus de syndrome à redouter. Ils ont une heureuse coïncidence de parcours à saisir. Cette CAN 2017 ressemble à celle de 2002 pour les Lions de la Teranga. Tous les signes le montrent. Un premier tour sans défaite, une qualification avant son terme. Ces bons points d'Aliou Cissé sont le reflet d'un lion touché. Suivez le regard de Maniok. Il ne veut pas remuer la plaie de 2002. Mais ce Cameroun-là aura fort à faire face au Sénégal d'un Aliou Cissé pressé de rugir. Thiès, Radio Sénégal, Cherfal. Cherfal Maniok, le directeur des infrastructures sportives, a visité hier le chantier du complexe sportif ou Arène Nationale. Et sur place, Cheikh Ahmed Tidiane Sarr a constaté la construction de maisons aux alentours de l'infrastructure sportive. D'ailleurs, l'autorité annonce des dispositions pour mettre un terme à cette anarchie. RTS banlieue, Aline Ndiaye Diouf. Le chantier avance petit à petit. Les ouvriers sont en action. Le complexe sportif ou Arène Nationale prend forme. Quelques mois après la pose de la première pierre par le chef de l'État, le directeur des infrastructures sportives, Cheikh Ahmed Tidiane Sarr, vient constater l'avancement des travaux. Le planning est respecté. Nous sommes en train de suivre les délais. Il a été question de discuter des questions d'emploi. Il a été retenu, sur instruction de M. le Président de la République, de pouvoir faire bénéficier les populations de Pikine de ces emplois. Au niveau aussi du déroulement des travaux, il y a eu quelques difficultés. C'est au niveau de la délimitation de l'assiette, en tout cas dans les meilleurs délais. Ça nous a permis aussi de mettre le doigt sur les difficultés éventuelles. L'infrastructure est agressée de tous bords. Des constructions anarchiques aux alentours. Pape Demba Diallo, le préfet de Pikine, annonce que des dispositions vont être prises. Il y a certains qui sont venus après le début des constructions pour construire des bâtiments. On va essayer de voir des gens qui étaient là avant et des gens qui se sont greffés après pour un peu préserver cette infrastructure-là. Vu l'environnement, ces gens-là ne peuvent pas rester, n'est-ce pas, tout près de l'enceinte de l'Arène nationale. Des dispositions seront prises pour les faire quitter. Déjà à Pikine Nord, les autorités locales sont satisfaites. Amadou Diarra, le maire, a des attentes. Quelques préoccupations allant dans le sens de la question de l'emploi pour les Pikinois, allant dans le sens de l'insécurité, prévoir des dispositions sécuritaires. On a une fois parlé de stadiers même qu'il faut préparer par rapport aux jeunes qui sont dans la commune de Pikine Nord, afin de les former pour préserver véritablement la vivacité de cette infrastructure sportive. Les travaux ont déjà duré 7 mois. Le délai d'exécution était de 28. RTS banlieue, Aline Ndiaye Diouf.
Et puis en Europe, on joue les coupes nationales. En France, demi-finale de Coupe de la Ligue ce mardi à 20h, Bordeaux, Paris, Saint-Germain, c'est le choc. Et demain à 20h toujours, Monaco, Nancy en Espagne. Programme quart de finale, retour de la Coupe du Roi ce mardi 18h15 à la Veste Alcorcón. À l'aller à la Veste, c'était imposé par 2-0. La suite mercredi et jeudi. Demain, 18h15, Eibar Atlético de Madrid à l'aller. Victoire des Madrilènes 3-0 à 20h15. Celta Vigo Real de Madrid à l'aller, 2-1 pour le Celta Vigo en Italie. Quart de finale de la Coupe nationale ce mardi à 19h45. Naples Fiorentina et puis demain le choc à 19h45 entre la Juventus de Turin et l'AC Milan. C'est tout pour cette page des sports. Adja Fatou Sarr. Merci à Arona Diouf. Radio Sénégal, la revue de presse. C'est avec Marianne Senghor. Le nouveau président de la Commission de l'Union africaine sera connu le 30 janvier lors du sommet des chefs d'État prévu à Addis Abeba. Selon le quotidien, le professeur Bathily, candidat à ce poste, a réservé la fin de sa campagne au Sénégal. Dans l'Observateur, il déclare que sa candidature n'est pas une candidature de circonstance, mais de conviction, car toute sa vie durant, il s'est battu pour la cause africaine. Médiateur dans plusieurs conflits politiques, ancien représentant spécial adjoint du secrétaire général de l'ONU pour la mission des Nations Unies au Mali, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale, Walf Quotidien nous signale que les qualités de Bathily ne manquent pas pour prétendre succéder à la sud-africaine Nkosazana Dlamini Zuma. Sur les défis qui l'attendent, Abdoulaye Bathily avance dans l'Observateur que quelle que soit la situation, il faut négocier avec intelligence et sang-froid dans l'intérêt des peuples. Et, dit-il, ce qui s'est passé en Gambie en est une parfaite illustration. En parlant de la Gambie, justement, l'Observateur nous apprend que les choses commencent à bouger à Banjul. De Dakar, où il séjourne depuis le 15 janvier dernier, Adama Barrow commence à donner forme à la nouvelle équipe qui doit l'accompagner. Il a nommé sa première vice-présidente, en l'occurrence Fatoumata Diallo Tambadjang, nous révèle là ce qui nous renseigne que cette dernière est diplômée d'art et de langue française à l'université de Nice en France. Selon le journal, c'est elle qui a joué un rôle capital dans la réunification de la coalition qui a porté Barrow au pouvoir. Autre décision du président Barrow, l'état d'urgence sera levé ce matin et ceux qui sont détenus injustement à Maïltou seront graciés, d'après le quotidien qui ajoute que dans 4 mois, les Gambiens retournent aux urnes pour choisir les nouveaux députés. Au même moment, l'Obs nous apprend que le parti de Diamé retire tous ses recours devant la Cour suprême. La PRC compte s'adapter au nouveau paysage politique et s'imposer comme parti d'opposition. Mais, note le quotidien Réumi, si les choses restaient en l'état, Yaya Diamé aura dribblé tout le monde. Et là, dafa yomb trop. Il faut que Dr Diamé paye, écrit le journal. En effet, ajoute la Tribune, selon le président d'Amnesty International, section Sénégal, Seydi Gassama, Yaya Diamé pourrait un jour être poursuivi où qu'il soit. Et on revient au Sénégal pour parler de l'installation de la commission de suivi du processus électoral. Enquête nous apprend que l'opposition a boudé et dénonce la création du pôle des indépendants. Toutefois, écrit le journal, le groupe indexé a tenté de légitimer sa position en faisant savoir qu'ils évoluent dans des partis légalement constitués et ont créé ce pôle pour participer au processus. Le ministre de l'Intérieur obtient finalement son comité de suivi mais sans l'opposition. Dans le journal Enquête, Abdoulaye Daouda Diallo indique que son département est obligé de prendre en compte toutes les structures politiques qui souhaitent prendre part à ces concertations. Sport, déjà qualifié avant ce 3e et dernier match de poule, le Sénégal a montré un beau visage avec le nul 2-2 obtenu face à l'Algérie, écrit l'Observateur. Du caractère et de l'envie avant de défier le Cameroun, titre le journal. Quart de finale Sénégal-Cameroun, les Lions indomptables sont largement favoris, déclare Aliou Cissé dans Vox Sport. Il argumente en disant que les Camerounais ont remporté beaucoup de trophées continentaux alors que nous n'en avons pas un seul. Leur entraîneur est expérimenté, ce qui n'est pas son cas. En tout cas, écrit Stade, le Cameroun vise le 5e titre de son histoire. Dans Eleven Sport, et la Juve déclare que si on lui demande de rendre ses 2 ballons d'or pour que le Sénégal gagne la CAN, il dira oui. C'est la revue de presse de Marianne Senghor qui met un terme à ce journal. Merci à l'équipe technique, Amadou Ndiaye, Marie-Joseph Faye, CDM Laba Soumari, réalisation Khali Amadou Narfal, Marianne Ndiaye, présentation Gorbel Jacob Badia Fatou Sarr. Merci de l'écoute.